Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. C'est l'été, il fait chaud, bientôt les vacances. Marine Le Pen est candidate. La Coupe du Monde se poursuit. Le Tour de France a commencé. Jusqu'au 15 août, tout va un peu s'endormir dans les torpeurs estivales. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Gilles Casanova dans nos magnifiques studios, tout frais. Gilles, que nous avons souvent dans la matinale de Fréquence Populaire. Merci d'abord, Gilles, de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir invité. C'est beaucoup plus sympathique de t'avoir en direct. Et on souhaite faire cette interview avec toi pour avoir une vision d'ensemble, comme tu es capable de faire en mixant différents éléments pour analyser la situation dans laquelle on est. Nous rentrons en... Nous sommes déjà dans l'élection de 2027, même si il y a un peu trop de candidats, on n'est pas totalement sûr de quel sera le représentant des candidats de l'extrême centre. Marine Le Pen est candidate, mais bon, les choses sérieuses vont commencer en septembre, à la sortie des vacances. Et dans le même temps, la situation économique n'a rarement été aussi tragique. La dette s'envole, la récession s'installe en Europe, mais surtout, on vit une crise géopolitique majeure en Europe. Nous sommes au bord d'un troisième suicide européen, puisque beaucoup souhaitent mener la guerre à la Russie, indirectement de manière très certaine, quasiment en co-belligérance. Certains le souhaitent même très directement, oubliant l'arme nucléaire. De l'autre côté, en Russie, Vladimir Poutine, lui, s'adresse aux cadets diplômés des écoles de guerre de Russie il y a peu en disant « Nous sommes en guerre avec l'OTAN ». Lavrov a déclaré que tout ce qui a été discuté à Anchorage il y a un an ne vaut plus rien entre Donald Trump et Poutine et que tout se réglera sur le champ de bataille. Alors on aimerait que tu réussisses à faire cette tour de force de lier ces grandes questions géopolitiques avec notre petite question électorale en France. Nous n'avons jamais été aussi proches de la guerre nucléaire. Même l'épisode des fusées de Cuba était moins dangereux que celui-ci. Parce qu'au moment des fusées de Cuba, que ce soit du côté Khrouchtchev ou du côté Kennedy, leurs conseillers leur disaient « Attention, en face, ils ont l'arme nucléaire, ils pourraient décider de l'utiliser et le résultat serait terrifiant. » Là, nous avons McKinsey, quelques autres organismes du même type, qui ont interrogé des intelligences artificielles qui leur disent « Réfléchissez, s'ils utilisaient l'arme nucléaire, ils risqueraient de disparaître en même temps que nous. Donc, ils ne le feront pas. Donc, c'est comme si l'arme nucléaire n'existait pas, il n'y a plus de dissuasion, on peut faire la guerre. » Depuis que leurs intelligences artificielles leur ont dit en Occident, vous pouvez faire la guerre, ils sont entrés dans une phase d'avant-guerre tout à fait classique. Nous vivons un avant-guerre, mais leur intelligence artificielle ou leurs intelligences artificielles se trompent. La Russie peut appuyer sur le bouton nucléaire et elle le fera au moment où elle considérera que c'est indispensable. Et nous verrons à ce moment-là si, une fois que Berlin est vitrifié, les États-Unis veulent la guerre nucléaire totale ou ils veulent engager une vraie négociation. Voilà le danger dans lequel on se trouve. Quand je dis Berlin vitrifié, c'est peut-être Londres, c'est peut-être Paris. Nous sommes dans la situation extrêmement dangereuse qui a conduit à cela. Quelle est cette situation ? Cette situation, elle est qu'on est sorti d'une phase où il y avait deux blocs. Le bloc soviétique avec la Russie et la Chine et le bloc capitaliste en face mené par les États-Unis avec l'Europe occidentale.
La guerre froide s'est installée dans la durée. La dissuasion a même fait qu'elle s'est transformée en coexistence pacifique. Toutes sortes de traités ont été signés les uns après les autres pour limiter l'armement nucléaire, pour donner en temps réel la place des vecteurs nucléaires des uns aux autres et réciproquement. Ainsi, le but est d'éviter une guerre nucléaire qui surgisse de manière imprévue et involontaire. Et puis, Gorbatchev arrive, il met fin à l'Union soviétique d'une façon qui est plus ou moins bonne, l'histoire jugera. En tout cas, elle est considérée comme très bonne par le camp américain qui considère qu'il va installer son impérium sur le monde entier. Et pendant quelque temps règne la Pax Americana. Les États-Unis interviennent au Koweït, les États-Unis interviennent en Irak, les États-Unis interviennent où ils vont, où ils veulent, quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, au lieu d'essayer de construire une architecture de sécurité mondiale, ils décident qu'ils vont être durablement les seuls dirigeants, les seuls maîtres. Et ils décident d'affronter la Russie en faisant entrer un par un les pays de l'ex-bloc soviétique dans l'OTAN, puis en voulant faire entrer les anciennes républiques soviétiques de l'URSS hors Russie dans l'OTAN. Là, après avoir promis qu'ils ne le feraient pas, ils ont atteint la limite que les Russes pouvaient accepter. Quand ils ont décidé de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN pour installer à la frontière russe des vecteurs nucléaires, de manière à ce que la Russie se perde, comme l'Union soviétique s'était perdue dans la course à la guerre aux étoiles, la Russie se perde dans la course aux armements et s'effondre d'elle-même et puisse être divisée en une dizaine de petites nations qui seraient contrôlées par les États-Unis et chacune apporterait l'une le gaz, l'autre le pétrole, l'autre les terres rares, qui sont le grand intérêt que l'Occident porte à la Russie. Ça, c'était lors du sommet de Bucarest d'avril 2008, où George Bush avait insisté pour que l'Ukraine et la Géorgie entrent dans l'OTAN. On a eu tout un temps une Europe occidentale qui a craint une telle politique et qui a tout fait pour modérer. On se souvient du veto de Jacques Chirac au nom de la France à l'invasion de l'Irak. On se souvient des propos modérateurs de Nicolas Sarkozy lorsqu'il y a eu la crise en Ossétie. On se souvient de l'action qu'ont eue les dirigeants européens pour modérer cet affrontement. Et puis sont arrivés ensuite une autre catégorie de dirigeants que j'appellerais des têtes vides ou des canards sans tête. L'exemple en est François Hollande. Il signe après 2014, c'est-à-dire après le coup d'État de Maïdan, dit Euro-Maïdan, où on voit à la tribune Joe Biden, où on voit à la tribune BHL, où on voit à la tribune Laurent Fabius, où on voit à la tribune Gerhard Genscher, qui sont ceux qui dirigent ce coup d'État. Il n'y a pas le moindre phare. Personne ne me prétend que ce sont des Ukrainiens qui parlent aux Ukrainiens. Ce sont les dirigeants occidentaux qui sont à la tribune. Et pour faire bonne mesure, on tire sur la foule et la justice ukrainienne elle-même a fait apparaître que ce sont les services américains qui ont fait tirer et qui ont tiré eux-mêmes sur la foule. C'est-à-dire que tout a été organisé pour donner le spectacle.
Et d'une les éléments révolution. d'extrême droite, même néo-nazis, ukrainiens, qui étaient à la solde pour faire ce coup d'État. Maintenant, les choses, effectivement, ont été prouvées en procès en Ukraine, mais aussi dans une émission qui était restée discrète, évidemment, mais quand même qui a été faite par la BBC, qui a fait un reportage sur ces tireurs. Bref, c'est un coup d'État d'extrême droite manipulé de l'extérieur. À la suite de ce coup d'État, l'Ukraine est devenue un paradis pour un certain nombre de milliardaires. C'est l'endroit où l'on fabrique des enfants dans des fermes de GPA. Alors il y a ceux que l'on vend et il y a ceux qu'on utilise pour les soirées. Ne vous y trompez pas. On ne fabrique pas que ceux que l'on vend. On fabrique ceux qu'on utilise et qu'on fait disparaître ensuite. Puisqu'on les a fabriqués, il suffit de ne pas les déclarer et ensuite on peut les utiliser comme du bétail. Ça, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'est l'endroit... C'est horrible. C'est horrible. C'est du Epstein. Absolument, c'est horrible. C'est l'endroit où tous les trafics ont lieu. Les Panama Papers vous racontent comment Zelensky organise des trafics financiers pour le compte du fils de Joe Biden. Tout cela, Arte, la BBC, le service public français de télévision vous le montrent. Jusqu'au moment où il est décidé que c'est terminé, l'Ukraine, ce sont nos valeurs. Je crains malheureusement que ce soit un peu vrai. Ce sont maintenant les valeurs de nos dirigeants. Et à partir de ce moment-là, on fait cause commune avec les nazis qui n'ont pas été dénazifiés en Ukraine, où il reste toujours un courant politique qui se réfère au nazisme et qui pense que cette défaite était un drame et qu'il faut reprendre le combat là où il a été arrêté en 1945. Et François Hollande, avec la dirigeante du moment de l'Allemagne, Angela Merkel, ont choisi de dire oui à la demande des Américains qui ont proposé des accords à Minsk pour essayer de calmer la répression folle et violente qui s'abattait contre les russophones qui sont la moitié de la population de l'Ukraine de l'époque. La langue avait été interdite par le coup d'État de Maïdan et ensuite ils étaient pourchassés, ils étaient véritablement assassinés dans des opérations multiples. Et donc les accords de Minsk visaient à figer les choses pour permettre que les choses s'arrangent en Ukraine. Que ce soit Merkel ou Hollande, les deux l'ont dit par la suite, ils savaient très bien que c'était de faux accords qui ne servaient qu'à surarmer l'Ukraine pour la guerre avec la Russie. Donc, Mais la mystification avait continué avec Zelensky, qui lui a été très très bien élu à 73%, y compris par des votes d'Ukrainiens de l'Est, de l'Ukraine, des Russes ou des pro-Russes, en promettant qu'il allait résoudre cette guerre civile interne, amener la paix et mettre en œuvre les accords de Minsk II. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été aussi fortement soutenu par les trois quarts des Ukrainiens, quand même, c'est pareil. Voilà. Et là, on a eu une politique de purification ethnique, purification linguistique en l'occurrence, qui a été organisée par les milices nazies ukrainiennes, avec l'appui de l'armée officielle ukrainienne, avec le soutien tacite d'Hollande et Merkel. Voilà ce qui a eu lieu. Dans ces conditions, on voit mal comment la Russie n'allait pas intervenir pour sauver les russophones. D'autant plus qu'il avait déclaré en 2020, très clairement, aux Américains. Dans de telles conditions, l'Occident est intervenu 10 fois pour faire une ingérence humanitaire. Il n'y avait pas en ex-Yougoslavie de purification ethnique, mais le prétexte a été pris pour intervenir par l'OTAN. Là, il y en avait une,
et la Russie a été conduite à intervenir. À partir de là, on a vu... Je me permets juste de rappeler, parce que tout le monde ne le sait pas, mais il y a eu une autre purification ethnique en Europe récemment, 1995, c'était l'opération Tempête. C'était les Serbes de Krajina, 350 000 personnes qui ont été chassées. D'ailleurs, le nom de leur région dans l'ex-Yougoslavie, c'était Krajina, évidemment, ça ressemble furieusement à Ukraina, c'est-à-dire la terre du confin, et ont été chassés dans une opération croate coordonnée par l'OTAN et les États-Unis, avec 20 000 morts à la clé, mais un nettoyage ethnique réussi. Donc ça a déjà été fait. Donc il y a une preuve que ces choses sont possibles. Le sentiment d'impunité, d'immunité, de toute puissance de l'État profond américain, qui a de moins en moins rencontré les réserves des Européens, leur a donné le sentiment que leur puissance était totale. La globalisation financière leur donnait les moyens économiques et tout allait bien se passer. Il y avait des problèmes domestiques, mais enfin ça, l'intendance suivra, disent habituellement les dirigeants en Occident. Mais soudain, Vladimir Poutine est entré en Ukraine et la parenthèse ouverte par la chute du mur de Berlin, qui faisait qu'au lieu d'avoir deux grandes puissances dans le monde qui s'équilibrent, on avait une seule grande puissance qui faisait ce qu'elle voulait, cette parenthèse s'est refermée et il apparaît qu'il y a effectivement deux forces dans le monde. Car quand instantanément la communauté internationale a condamné l'entrée des troupes russes en Ukraine, les Occidentaux se sont rendus compte que la communauté internationale, c'était simplement eux. Et que ce qui avait été construit patiemment en face avec les BRICS était maintenant non seulement plus fort économiquement que le G7, non seulement massivement plus nombreux humainement que le G7, mais aussi plus puissant du point de vue des armements. Aujourd'hui, le leader du point de vue des armements, c'est la Russie, qui a des missiles que les autres ne peuvent pas encore intercepter, la Russie, qui est à court de capacité de défense face à ces missiles, c'est l'Occident. Joe Biden disait de manière provocante à Poutine, si vous n'aimez pas ce que nous faisons avec la progression de l'OTAN, eh bien vous n'avez qu'à vous tourner vers les Chinois, vers les Coréens et vers les Indiens et vous verrez si c'est mieux. C'est ce qu'ils ont fait. Les Chinois, les Coréens, les Indiens, les Sud-Africains, les Brésiliens, ils se sont tournés vers eux. Aujourd'hui, c'est un bloc. Non seulement un bloc économique, non seulement un bloc de défense, mais aussi un bloc de civilisation. Non pas qu'on vive de la même façon à Pékin et à Brasilia, mais on a le même refus de la prétention occidentale à décider de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas. Et le même refus de la décadence dans laquelle est entré l'Occident, avec ses fermes à enfants en Ukraine, qui sont quand même un sommet absolu de la décadence, avec les affaires Epstein, qui montrent une extrême décadence organisée pour avoir le contrôle sur des hommes et des femmes politiques à travers les excès qu'on les pousse à commettre, mais qu'ils vont bien accepter de commettre excès innommables. Donc, on est dans une situation où l'Occident a perdu la main. Les États-Unis ne dominent plus le monde. Leur soft power s'est effondré. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois que le soft power américain s'effondre, que l'American Way of Life,
n'est plus souhaité par une majorité de la population sur Terre. Certes, On l'a vu avec la guerre en Iran. D'abord, une défaite de facto, enfin, en tout cas une non-réussite militaire en moins de 5 semaines, et une victoire d'un régime quand même islamique de mollahs iraniens sur le soft power avec ces petites vidéos qui ont fait rire jusque dans les banlieues de Washington. les Iraniens ont réussi ce que la BBC appelle les plus grandes obsèques de l'histoire de l'humanité. Donald Trump a fait tuer le dirigeant iranien avec lequel il négociait, Ali Khamenei. et le résultat, c'est les plus grandes obsèques de l'histoire de l'humanité. Et Donald Trump dit « C'est bizarre ce truc, je croyais qu'ils détestaient leurs dirigeants ». Il a été mal informé. Et on voit maintenant à quel point vivre en pensant qu'on a tous les pouvoirs, tous les droits, tous les moyens, qu'on ne peut plus rien se refuser, fait perdre le contact avec la réalité. Donald Trump était le plus réaliste des dirigeants possibles pour les États-Unis. Joe Biden, Kamala Harris, tous ces gens-là, émanations de l'état profond, ne voyaient plus la réalité, étaient aveuglés par l'hubris. Trump a dit « Les États-Unis sont en danger de perdre leur poids et leur force, il faut arrêter toutes ces guerres ». Moyennant quoi, il en a fait une de plus. Et il a sombré, poussé par l'état profond et par deux éléments qui sont directement intégrés à l'état profond américain, les dirigeants israéliens et les 3 dirigeants européens, anglais, français et allemands, qui sont simplement des marionnettes de l'état profond américain et qui, aujourd'hui, sont ceux qui poussent le plus à la guerre, que ce soit Netanyahou, que ce soit Merz, que ce soit Macron ou que ce soit le Premier ministre anglais pour lequel on va, comme à la Coupe du Monde, faire un changement de joueur sur le terrain, mais l'équipe est la même, l'ambition est la même. Donc pour résumer, tu dirais que Pardon, vas-y. Pour résumer, on pourrait dire que, selon vous, les dirigeants européens sont, un, frappés d'hubris, d'un hubris colossal, et deux, n'ont plus peur de l'arme nucléaire. L'état profond américain n'a plus peur de l'arme nucléaire et vit toujours dans son hubris, et les dirigeants européens n'en sont que les marionnettes. Il ne faut pas leur accorder plus de poids qu'ils n'en ont. D'ailleurs, leur population ne leur accorde pas une grande confiance. Aucun des 3 n'atteint 20% de confiance en son propre pays. C'est-à-dire qu'ils ont tous les 3 80% de défiance dans leur propre pays. Ils sont les 3 dirigeants les plus rejetés au monde. Anglais, allemand et français. Anglais, allemand, français. C'est là qu'intervient la présidentielle française, c'est là qu'interviennent les élections anglaises, c'est là qu'interviennent les élections allemandes. Ou bien les 80% éliront quelqu'un qui renversera la donne et qui ne sera pas une marionnette de l'état profond américain et qui arrêtera cette course à la guerre. C'est possible en France, c'est possible au Royaume-Uni, c'est possible en Allemagne. Les forces existent qui ont déjà indiqué qu'elles voulaient s'opposer à la guerre. On le voit en Allemagne avec l'AfD du côté droit et le BSW du côté gauche, qui de Sarah Wagenknecht, qui sont l'un comme l'autre sur les mêmes positions internationales. Il faut la paix, il faut négocier avec la Russie. Certes, les uns sont à la gauche du spectre, les autres à la droite du spectre, mais les uns comme les autres exigent la liberté d'expression l'un pour l'autre et l'autre pour l'un.
C'est-à-dire que ce qui a été réussi ici par l'extrême centre, c'est-à-dire faire se battre l'opposition de droite et l'opposition de gauche pour que l'extrême centre tire les marrons du feu, en Allemagne, ça ne marche pas. Die Linke a voulu y participer et s'est effondré en cherchant à la manière de Jean-Luc Mélenchon, dire qu'il n'y a qu'un seul ennemi, le Rassemblement national, et faire élire Macron à chaque occasion et le soutenir chaque fois que c'est possible. Donc en Allemagne, c'est possible. En France, c'est possible parce que le rejet de Macron et de l'extrême centre est total. Mais, vous savez, l'élection présidentielle française, c'est un psychodrame. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais comment elle va tourner. Raymond Barre était président un an avant, Édouard Balladur était élu. C'était même pas la peine de faire l'élection si on en croyait les éditorialistes du Monde. Aujourd'hui, l'Édouard Balladur, c'est Édouard Philippe. Édouard Balladur, c'est Édouard Philippe, mais le Monde ne dit pas qu'il ne faut pas faire l'élection. Oui. Parce que le Monde accepte l'idée qu'il y a un duel avec Gabriel Attal. Vous savez, les gens vivent dans leur monde. Hein. Et aujourd'hui, il y a une petite possibilité en France, mais dans ce psychodrame qu'est l'élection présidentielle, il y a une chose à craindre, c'est que l'électorat préfère un malheur connu à une promesse de bonheur inconnue. Alors Marine Le Pen n'est pas une inconnue complètement. Maintenant, ça fait un certain temps qu'elle est présente. Et je note dans les études d'opinion, quand on demande qui sera meilleur pour la dette, pour résoudre la question de la dette, arrive en tête 10 points devant le Rassemblement national. Pour l'insécurité, 10 points devant le Rassemblement national. Pour l'immigration, 20 points devant le Rassemblement national. Pour tous les sujets, quels qu'ils soient, aujourd'hui, le Rassemblement national est 10 points devant tous les autres. Ce qui signifie non pas que les gens connaissent le programme du Rassemblement national sur la dette, car lui-même ne le connaît pas tout à fait, son président en étant réduit à dîner avec Thierry Breton pour parler de la dette. Y a-t-il pire aveu que l'on n'a pas la moindre idée raisonnable sur la dette que de dîner avec Thierry Breton qui a ruiné une à une toutes les entreprises dont on lui a volontiers confié successivement la direction. Et puis même la vision n'est pas très très claire au RN entre une Marine Le Pen qui est plus populiste, bonapartiste, avec des accents sociaux, et un Bardella qui est pour l'union des droites très néolibéral, très atlantiste, quand même quasiment un opposé politique en réalité. On a surtout le fait que dans toutes les études d'opinion, une nette majorité se dégage pour dire on fait confiance à ceux qui n'ont jamais gouverné. Car c'est cela que signifie la confiance au Rassemblement national sur des sujets sur lesquels il ne s'est même pas exprimé comme la dette. C'est lui qui a la confiance des Français, si on croit les sondages. Mais si on sait lire les sondages, ça veut dire ceux qui n'ont jamais gouverné, il faut les mettre car il faut chasser ceux qui depuis 40 ans mènent une politique néolibérale qui nous amène aujourd'hui au fond du trou, il faut les chasser. C'est la logique dégagiste. C'est la logique qui est de profondément en sortir France. les sortants. Oui. Cette fois-ci, elle est totale. Elle était déjà très forte en 2017 lorsque les milliardaires ont proposé un hochet, jeune et fringant, Emmanuel Macron, pour essayer de rattraper la situation. Ce qu'ils ont parfaitement réussi. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il est détesté comme aucun chef d'État français, aucun chef de gouvernement français ne l'a été depuis Pierre Laval. Et la seule comparaison possible maintenant, c'est Pierre Laval.
Pierre Laval, vous savez, voulait la grande Europe. Il voulait que l'Allemagne dirige la grande Europe et il voulait l'armement le plus fort pour l'Allemagne. Bon, Il voulait faire la guerre aussi. Et il voulait faire la guerre à la Russie. Il pensait que c'était sur le front de l'Est, face à la Russie, que se passaient les grandes décisions. Et bon, il a réussi à être tout à fait détesté. Jusqu'au 5 octobre 1945, dans la cour de la prison de Fresnes, où, après avoir pris 12 balles dans le corps, il n'a plus été un objet politique. Il est entré dans l'histoire par la toute petite porte, celle des poubelles. Donc, il y a aujourd'hui la possibilité d'un changement. Nigel Farage au Royaume-Uni, qui vient de démissionner pour se représenter aux élections législatives dans cette circonscription, est lui aussi porté par la population britannique. Et lui aussi, comme l'AfD, comme le BSW, comme le RN en France, se présente comme l'alternative à tous ceux qui ont gouverné depuis 40 ans. Même si s'approchant du pouvoir, il est de moins en moins clair sur la question de la guerre avec la Russie. C'est un peu plus... En tout cas, c'est pas comme l'AfD ou le parti de Sarah Wagenknecht. On note que la population, elle, ne change pas. Les dirigeants ont toujours tendance, comme disait Montesquieu, le pouvoir corrompt. Les dirigeants ont toujours tendance à se laisser syriser, c'est-à-dire à se faire élire pour faire quelque chose et à faire le contraire. Donald Trump se fait élire pour la paix, comme n'importe quel Guy Mollet qui s'était fait élire pour la paix en Algérie. Donald Trump va en Iran, Guy Mollet va en Algérie. La défaite est au rendez-vous des deux. Hein. De la même façon que en Grèce, Syriza se fait élire avec un référendum pour refuser le mémorandum européen, puis ses dirigeants acceptent le mémorandum européen et la droite dure revient immédiatement après, puisqu'elle a fait l'expérience du fait que la gauche la plus dure est celle qui trahit le plus fort. Donc, on voit bien que le même mouvement du système capitaliste qui a tendance à corrompre ceux qui vont arriver dans les sommets se joue en permanence. Mais il y a des moments où c'est un peu plus fort. Si vous avez vu ce que je vous conseille, le film La bataille de Gaulle, les deux films qui sont remarquables, on voit comment il est des hommes qui résistent, des hommes qui disent non, des Jean Moulin, des Charles de Gaulle, qui disent non, et des Pleven aussi, et des Bidault. Alors Bidault, je m'arrête sur Bidault parce que c'est le numéro 2 de Jean Moulin, c'est celui qui prendra la suite de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la résistance, et on nous chante que les fondateurs du Front national qui a précédé le Rassemblement national sont tous des Waffen-SS. Georges Bidault est un de ses fondateurs. Ce n'est pas un Waffen-SS, c'était le numéro 2 de Jean Moulin et le successeur de Jean Moulin. Donc l'histoire française est bien plus complexe que les petites bibliothèques roses inventées par les socialistes lorsqu'ils ont fait leur tournant néolibéral pour trouver une raison à travers l'apparition soudain de l'ennemi absolu, trouver une raison de couvrir ce tournant libéral. Donc pourquoi le danger est grand ? Le danger est grand parce que l'alliance militaire, politique, diplomatique est maintenant réalisée entre la Russie, la Chine, l'Inde et le reste des BRICS. Ils ont fait des manœuvres militaires communes pour tester la façon dont leurs armes peuvent être interopérables, à la manière des armes interopérables de l'OTAN. Donc, ils savent maintenant qu'ils ont l'avantage économique, qu'ils ont l'avantage politique, qu'ils ont l'avantage militaire. Donc, ils ne reculeront plus. C'est terminé. Et ils ont l'avantage moral
auprès de leur population. Donc, ils ne reculeront plus, c'est terminé. De l'autre côté, l'État profond américain n'a pas pris la mesure de tout cela, considérant que tous ces gens se disloqueront lorsqu'ils feront ouf et pouf, et la maison des 3 petits cochons tombera, c'est-à-dire Chine, Russie et Inde. Ils se trompent. Ils pourront faire ouf et pouf, rien ne tombera. La situation ukrainienne dans laquelle vous avez vu que depuis une quinzaine de jours, on est dans un grand jeu, c'est-à-dire que l'ensemble des médias français, mais occidentaux, expliquent que la Russie recule sur tous les fronts, que l'Ukraine avance, que c'est formidable. Non. Les Occidentaux, c'est-à-dire français, anglais, allemands et américains, bombardent maintenant Moscou, bombardent maintenant Saint-Pétersbourg, vont même jusqu'à bombarder en Sibérie. Ça, oui. Simplement, ils ont engagé la guerre avec la Russie. Mais la Russie l'a compris. Elle a indiqué dans ces derniers jours que l'opération spéciale avait été remplacée par une guerre contre l'OTAN. Mais sur le terrain, la Russie continue d'avancer et de prendre des forteresses décisives. Et bientôt, quand l'Ukraine sera tombée, ce qui est une possibilité très réelle, quand l'Ukraine sera tombée, la guerre sera beaucoup plus directe entre les acteurs occidentaux et la Russie. Vous avez vu que les choix faits par les Occidentaux sont des choix extrêmement cyniques. Les armes à uranium appauvri qu'avaient livrées les Anglais et un petit peu les Américains avaient été stockées au milieu d'une zone résidentielle. Les Russes, cherchant à éviter l'escalade, avaient toujours évité de s'affronter à cette zone résidentielle. Ils l'ont fait il y a 3 jours et avec une seule bombe ont provoqué une énorme explosion puisque ce sont ces munitions qui ont explosé. Alors, il y a évidemment dans le Parlement ukrainien des députés pour dire que c'était immoral de placer ces armes au milieu d'une zone résidentielle. C'est la technique du bouclier humain. Mais l'Ukraine étant Et ce les que nous Polonais savons... qui sont en bisbille géopolitique avec les Ukrainiens ont appris que potentiellement leur Premier ministre, M. Tusk, aurait envoyé des patriotes polonais hors de tout contrôle parlementaire polonais aux Ukrainiens. Et qui seraient tous partis en fumée dans cette immense explosion que vous évoquez à Kiev. Donc, aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi proches de la guerre à un moment. Aujourd'hui, les Russes disent qu'ils ont abattu 400, 500, 600 drones ou missiles envoyés contre Moscou par nuit. Mais il est possible que l'Occident en envoie 3000 et qu'à ce moment-là, des points clés de Moscou seront touchés. Ce sera trop tard. La réponse russe sera à ce moment de considérer que ses intérêts vitaux sont touchés et le bouton nucléaire sera poussé. Oui, c'est mon analyse. Il peut faire escalader moins fort d'un coup. Certains ont évoqué l'usage des armes hypersoniques qui ont des capacités cinétiques extrêmement fortes, tout en étant très précises. Par exemple, les Oreshnik, mais pas que, les Kinjal, les Zircon, mais surtout l'Oreshnik. On peut toucher une base de l'OTAN, Ramstein en Allemagne, on peut toucher le siège de l'OTAN en Belgique, certains l'évoquent, ou pourquoi pas une usine ou une raffinerie, pour prévenir avant de se lancer immédiatement dans une guerre nucléaire, ce qui n'est pas non plus à l'avantage de la Russie. On peut réveiller un peu les dirigeants occidentaux. Mais il faut comprendre que le bouton est sur la table. Oui. Ce que les Occidentaux ne comprennent pas, c'est que le bouton est sur la table. Et ils ont en face d'eux l'homme le plus modéré qui soit, le plus europhile qui soit, en Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a
toujours cherché l'accommodement avec l'Occident, a toujours cherché l'accord avec les Européens. Aujourd'hui, s'il descend en termes d'opinion, il est encore à 70%. Mais s'il descend en termes d'opinion, c'est parce que les 30% qui sont en face veulent l'affrontement complet avec l'OTAN. Et je pense effectivement qu'avant le bouton nucléaire, il y a le bouton iranien. Qu'ont fait les Iraniens quand ils ont été attaqués? Ils ont immédiatement détruit 12 bases américaines autour d'eux. On peut penser que le dernier avertissement avant l'usage du nucléaire, ce sera la destruction de plusieurs porte-avions et plusieurs bases américaines simultanément en quelques minutes. Ce qui devrait entraîner une négociation. Alors, vous avez vu que Donald Trump, qui est moins fou que l'État profond, C'est dire. C'est dire. oui, a de nouveau téléphoné à Vladimir Poutine et qu'on semble voir des avions du gouvernement russe sur des aéroports comme celui de Washington. Donc, ça veut dire qu'ils ont traversé l'espace aérien américain, que donc l'espace aérien américain a été ouvert à des aéronefs russes et que quelque chose se passe. Quelque chose s'est passé en 1962 au moment des fusées de Cuba et nous sommes encore ici, la guerre nucléaire n'a pas eu lieu. Quelque chose peut se passer, mais l'Europe ne peut pas y participer dans l'état actuel parce que ces marionnettes ne sont pas en position de parler. Ce sont des marionnettes muettes qui récitent un discours écrit ailleurs. En revanche, Donald Trump a cet avantage d'être tout ce qu'il est, avec toutes les limites qu'il a montrées ces derniers mois, mais il n'est pas une marionnette de l'État profond. Il a donc la capacité de réagir et d'éviter l'effondrement du monde dans une guerre totale. Et vous avez raison, c'est bien plus grave en réalité que 1962 et la crise des missiles, puisque en plus d'une situation qui ressemble, c'est-à-dire installer des missiles proches du pays adverse, en rappelant que la crise des missiles de Cuba avait commencé en Turquie avec l'installation de missiles nucléaires en Turquie, les Russes avaient riposté, bon, pas pareil, j'imagine, mais c'est que par rapport à 1962, ces machines de guerre sont beaucoup plus véloces, beaucoup plus nombreuses, ont des charges bien plus importantes, sont pour en partie automatisées, contrairement à ce que c'était avant, et maintenant certaines ont de l'IA. En tout cas, l'IA aide à la prise de décision. Récemment, la Finlande a fait ce pas extrêmement dangereux qui rappelle le cas de la crise des missiles de Cuba et de Turquie, d'accepter la présence de missiles et le déploiement de missiles nucléaires sur son territoire, dans une frontière de 1340 km avec la Russie, c'est-à-dire à moins de 2 minutes de vol de Saint-Pétersbourg. Les Russes, de leur côté, ont Kaliningrad, avec des missiles qui eux-mêmes sont à moins de 2 minutes de vol de quasiment toutes les capitales européennes. Un faux pas et tout part. Alors qu'il n'y a pas de rattrapage. C'est triple salto vrillé sans filet. Il faut avoir idée que la guerre nucléaire, ça se conjure en moins de 7 minutes, ou c'est perdu. C'est ça. Des missiles qui vont à 40 000 km/h, voilà. Et puis on a les missiles, tels comme on dit, dual. Un des problèmes d'usage de certains missiles occidentaux qui ont été tirés sur la Russie, c'est que quand ils volent, de la même manière que les Oreshnik, rien n'indique que dedans ce soit une charge conventionnelle, cinétique ou nucléaire. Ça, on le sait à la fin. Et donc, on ne peut pas laisser voler des choses sans riposte en attendant que de voir s'il y a un champignon ou pas de champignon. Il faut se souvenir aussi que
les Ukrainiens, officiellement, les Anglais en réalité, ont attaqué un site stratégique nucléaire russe en abattant un certain nombre de bombardiers en utilisant les données fournies par les Russes dans le cadre des accords SALT II. Et ces accords sont arrivés à échéance. Naturellement, après une telle action, ils n'ont pas été renouvelés. Donc maintenant, personne ne sait plus où sont les bombardiers nucléaires russes, personne ne sait plus où sont les bombardiers nucléaires américains, personne n'a jamais su où étaient les bombardiers nucléaires chinois et les vecteurs nucléaires de Corée du Nord. Donc, on a maintenant, on n'a pas non plus l'endroit où sont les vecteurs nucléaires indiens, puisque les Indiens disposent de vecteurs nucléaires. Donc, on est maintenant dans une situation où les dangers sont plus grands que jamais et où des dirigeants de piètre qualité se fient à des réponses d'intelligence artificielle disant « mais non, il ne peut pas y avoir de guerre nucléaire, personne ne peut décider de prendre le risque de se faire tuer ». Bien sûr que si. J'invite, si c'est pas encore le cas, à nos auditeurs à regarder le film, l'excellent film de la réalisatrice Catherine Bigelow. Je crois qu'on le trouve sur Netflix ou je sais pas, un autre de ces réseaux qui s'appelle A House Full of Dynamite, une maison pleine de dynamite. Et elle fait une très très bon film, très très intense sur un seul missile qui se dirige vers les États-Unis, mais on ne sait pas d'où il vient. Et on voit toute la chaîne de conséquences, de panique. Et si c'était réellement une arme nucléaire, ça ramène un peu de peur de la guerre nucléaire qui, malheureusement, a complètement guidé les consciences. Moi, j'ai 53 ans, je viens encore d'une génération qui a eu 18 ans quand s'est effondré l'URSS, donc on a encore cette culture de l'angoisse de la guerre nucléaire et quelque chose qui s'est évaporé de manière tout à fait étonnante dans nos sociétés. C'est inquiétant si des IA expliquent à des dirigeants que tout va bien se passer, il n'y aura jamais de problème. Donc l'élection présidentielle française, elle se situe dans ce cadre. Qu'est-ce que nous voyons dans cette élection ? Est-ce que quelqu'un peut défendre la question de la paix? Est-ce que ça marcherait dans cette élection? La tradition française, c'est que dans les très grandes crises, les Français veulent s'en remettre à une personnalité qui, comme Napoléon Bonaparte, vient d'un côté, mais dont on sent qu'elle va agir pour le bien commun en imposant sa volonté et en s'en remettant à la volonté personnelle de ce dirigeant. Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, Charles de Gaulle en 1958. Aujourd'hui, quelqu'un est dans cette position, c'est Marine Le Pen. Sa politique est délibérément bonapartiste. Elle dit « faites-moi confiance, je vais résoudre les problèmes » et elle dispose d'une certaine confiance. Est-ce que ce sera suffisant pour entraîner une majorité ? Il est impossible de le dire. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le pauvre Gabriel Attal, que voulez-vous qu'on en dise ? Édouard Philippe, c'est Emmanuel Macron, plus sévère, moins brillant. Qu'est-ce qui reste ? Retailleau, c'est quelqu'un qui fait tellement attention à ce qu'il fait qu'il va à Kiev et se fait embringuer dans une sorte de panthéonisation d'un dirigeant nazi sur place. André Melnik.
Alors vous imaginez la qualité du discernement de ce pauvre homme. Il a construit toute son image sur le refus de la politique d'immigration. C'est le ministre de l'Intérieur qui a réussi à faire en quelques mois le plus forte arrivée de migrants en France et de migrants irréguliers en France. Donc le discernement et l'efficience ne sont pas de son côté. Donc ça ne va pas aller très loin. Qu'est-ce qui reste dans le bloc central? Et cet Américain-là, qui a opéré en Europe de l'Est, qui vit avec une fille qui présente un journal télévisé, bon, c'est sans intérêt. Les Français ne peuvent pas accrocher à ça. Alors, il y a Olivier Faure. Pour ceux qui ne voient pas, c'était Raphaël Glucksmann. Il y a Olivier Faure. Olivier Faure, il a mis la barre très haut. Il fera plus que 1,67 de Anne Hidalgo. Je pense personnellement qu'Olivier Faure peut dépasser et largement dépasser la barre des 2. Bon, il ne faut pas rêver trop, hein. 3, ça me semble pas possible. Mais la barre des 2, là, c'est bon. François Hollande, celui qui a dévoyé les accords de Minsk II et qui a autorisé la France à participer au déploiement des systèmes antimissiles sous Barack Obama en mai 2012 en Pologne, en Roumanie, face à la Russie. Alors, François Hollande, il a l'avantage de bénéficier de l'image du malheur connu. C'est un malheur connu, François Hollande. Tout le monde est d'accord, c'est un malheur. Mais c'est un malheur connu. Et comme Emmanuel Macron ne peut pas être candidat, qui est le malheur actif, il y a François Hollande qui l'a inventé, qui est son père politique. Donc alors, il pourrait bénéficier du malheur connu. Bon. Il y a Jean-Luc Mélenchon, un homme brillant, un homme de culture, un homme qui a une histoire, qui a fait de la politique, un homme qui a su voter pour Maastricht, et donc qui n'a pas que des ennemis dans l'establishment. Qui a dit que c'était une bêtise, qu'il avait fait une erreur. Ah oui, Oh, il a reconnu au moins. Bien sûr. Mais vous savez, est-ce que vous avez beaucoup vu de criminels en cour d'assises dire si c'était à refaire, je la tuerais? Non? Vous n'êtes pas gentil. Au moins il l'a reconnu. D'autres ne l'ont pas fait. Il l'a reconnu. Mais tous les criminels en cour d'assises s'excusent d'avoir tué. Je vous assure, Georges. C'est absolument... Je n'en connais pas qui disent si c'était à refaire, je recommencerais. Ne serait-ce que parce que leurs conseillers ou leurs avocats leur disent essayez de dire que vous regrettez. Alors néanmoins, je vais prendre un peu la défense de Jean-Luc Mélenchon ici. Oui, prenez la défense de Jean-Luc Mélenchon. Puisque je m'occupais un peu de ces questions-là lors de la campagne de 2017, on doit rappeler que Jean-Luc Mélenchon fut celui qui expliquait que s'il n'y avait pas une nouvelle architecture de sécurité en Europe, que si Minsk II n'était pas mis en œuvre réellement, si on ne réglait pas les questions frontalières et les 20 millions de Russes qui se baladent dans différents pays de l'ex-URSS, on finirait de manière très certaine avec une très grave guerre en Europe. On avait raison à ce moment-là, il le disait, et il me semble qu'aujourd'hui, il fait partie de ceux qui ont le courage de dire que la continuation du cours actuel des choses conduira à la mort de tout le monde et qu'il va falloir trouver une solution. On peut lui reconnaître cela. On peut même lui reconnaître, ainsi qu'au Parti communiste français, de ne pas avoir voté les crédits de guerre contre la Russie. Il y a eu une demande de rallonge de crédits de guerre contre la Russie. Elle a été explicitement formulée comme cela. Et il y a 2 groupes qui ne l'ont pas voté au Parlement, la France insoumise et le Parti communiste français. Il faut leur reconnaître, il faut être juste, ils n'ont pas voté ces crédits de guerre. Et c'est un point à son avantage. Les autres ont voté ou se sont abstenus. Il est très difficile de retrouver les votes personne par personne. J'ai essayé, et l'intelligence artificielle, il est quart forfait. Mais, en revanche,
ce qui plaide contre Jean-Luc Mélenchon, c'est que en politique, les mots ne sont que des mots. Guy Mollet se fait élire pour la paix. Volodymyr Zelensky se fait élire pour la paix. Donald Trump résoudra la crise ukrainienne en 24 heures. Jean-Luc Mélenchon promet, lui aussi, des tas de choses. Très bonnes, parfois, très mauvaises, ou faisant même peur pour d'autres. Mais en pratique, qu'est-ce qu'il fait? Avant même d'être arrivé aux affaires, il fait un front pour faire élire Macron en 2017. Il refait ce front en 2022. En 2024, aux législatives, où personne ne l'obligeait, il retire ses candidats devant des personnalités étincelantes, comme Madame Borne. Il fait élire Madame Borne à l'Assemblée nationale. Donc, si je regarde les faits et les mots, dans les mots, il fait penser aux sociodémocrates les plus étincelants, comme Guy Mollet. Et dans les faits, il fait penser à ces mêmes sociodémocrates quand ils approchent de la réalité des faits et du pouvoir. C'est-à-dire que finalement, lorsque les milliardaires tapent du pied, le chameau s'agenouille. Je réitère la question que j'ai posée tout à l'heure. Ces sujets-là, les risques de guerre, la défense de la paix, la proposition d'une autre architecture de sécurité, dans un contexte de battage médiatique belliciste extrêmement poussé, où la moindre analyse, je ne parle même pas de prise de position, fait qualifier des gens comme Mersheimer ou Jeffrey Sachs d'agents du FSB. Est-ce que c'est un sujet de la campagne ou c'est quelque chose sur lequel les candidats vont éviter de parler, craignant une sorte de Reddit de 2022 où l'élection a été un peu emportée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'avantage que ça avait donné à Emmanuel Macron? De manière traditionnelle, les questions de politique internationale ne sont pas au cœur du psychodrame électoral de la présidentielle française. Parce que la population regarde sa situation et elle n'a pas toujours conscience du point auquel sa situation est liée aux questions internationales. Certes, la disparition de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol est liée à la guerre en Ukraine, leur dit-on. Mais est-ce qu'il faut le croire? L'augmentation de tel ou tel produit est liée à telle ou telle aventure dans le détroit d'Ormuz. Oui, c'est vrai, mais cela sert souvent de prétexte pour faire augmenter les prix de toutes sortes de choses qui n'ont pas de lien. Donc, ils sont vaccinés. Vous savez, La Croix, un quotidien catholique, très engagé dans la foi, se pose une question à laquelle ils essayent chaque année d'obtenir une réponse par sondage. Est-ce que les Français croient leurs médias? Et chaque année, ils posent la question, est-ce que ça s'est vraiment passé, à votre avis, comme le dit la télévision, comme le disent les journaux, comme le dit la radio? Alors la télévision a eu une progression spectaculaire. Dans la dernière étude, d'une année sur l'autre, cela s'est vraiment passé, comme le dit la télévision, est passé de 3% à 5%. Elle a à 5% rejoint la presse écrite et la presse parlée, c'est-à-dire la radio. Vous avez donc 95% des Français qui pensent que ça ne s'est pas exactement passé comme le disent les médias. Si vous ajoutez une trentaine de pourcents qui disent oui, ça s'est passé
globalement, Plus ou moins. plus ou moins comme ils le disent. Vous avez un tiers qui pense que bon an, mal an, ce qu'on lui raconte, bon, c'est pas ça, mais bon, ça ressemble. Et vous avez 2 tiers qui pensent que la vérité est ailleurs. Donc, ces 2 tiers, ils n'ont pas de capacité de se guider en politique internationale. Ils comprennent bien qu'on leur ment. Ils voient bien que ça ne peut pas être aussi unilatéral que ça. Ils voient bien qu'on est dans la propagande de guerre. Est-ce que la propagande d'en face est vraie? Rien ne le prouve. Dans les guerres, la première victime, c'est la vérité. Donc, ils ne voient pas comment se repérer sur ces questions internationales, si ce n'est que la question de la paix, bien sûr cruciale, mais les amis de l'État profond américain vous disent que la seule paix possible, c'est d'avoir vaincu la Russie. C'est indispensable pour avoir la paix. C'est ce qu'ils vous disent aujourd'hui. Donc, la question de la paix, elle n'est pas simple, elle est complexe, elle ne se prête pas à une réponse par oui ou par non dans le psychodrame qu'est l'élection présidentielle française. En revanche, la question qui va finir par apparaître sur le devant de la scène, c'est celle qu'Emmanuel Macron a évoquée à la BBC. Il a dit, si aujourd'hui je faisais la folie de faire un référendum pour l'appartenance à l'Union européenne, le Frexit serait voté. C'est une certitude, disait Emmanuel Macron à la BBC. Il n'est pas allé dire ça à 20h sur TF1. Rassurez-vous, Georges, il n'est pas fou. Mais, en revanche, il a bien vu les choses. La question qui sera posée, c'est qui décide? Car on voit à travers le Mercosur, on voit à travers les questions de défense même, qu'aujourd'hui, plus rien n'est décidé en France. Nous avons un Premier ministre, Georges. Ah oui, c'est une révélation pour vous. Vous ne saviez pas. Il s'appelle Lecornu. Alors, il a un nom drôle, ça permet de le retenir, car on ne peut pas retenir Lecornu pour ce qu'il fait, ou pour ce qu'il est, car c'est un Premier ministre. Enfin, il est tellement admirable que certains considèrent qu'il pourrait être un autre lapin qui sortirait de l'extrême centre pour représenter le macronisme triomphant en 2027. Ah, s'il avait été euh, frère siamois avec Gabriel Attal, peut-être ils arriveraient à la hauteur d'Édouard Philippe. Non, il y a plus de Premier tellement ministre. d'articles dans l'Express, dans le Nouvel Observateur, dans beaucoup de journaux sérieux sur la grande qualité de Lecornu, sur sa capacité à gérer les crises, à trouver des compromis, à faire passer des budgets. Voilà, c'est quelqu'un quand même, c'est un chef d'État. Oui, bien sûr. Vous pouvez sûrement citer quelque chose qu'a fait Lecornu. Et les Français voient bien qu'il n'y a plus de Premier ministre, il n'y a plus de gouvernement, il y a simplement Narcisse Oui, Ier. parce que les autres, pour les retenir, c'est dur. Hein. Il y a simplement Narcisse Ier qui court le monde en racontant qu'il va faire la guerre. Et en ayant des succès plus ou moins forts, avec ses lunettes d'aviateur, c'est assez particulier. La question qui sera posée, c'est est-ce qu'on peut encore décider de quelque chose en France? C'est une question que Marine Le Pen ne pourra pas ne pas aborder. Gabriel Attal ne la posera pas. Édouard Philippe, il l'a résolu. Vous avez vu son meeting. Le drapeau européen cache le drapeau français. Il dit simplement, voilà, moi je suis le Gauleiter France de la grande Europe allemande. Je suis le Gauleiter France, élisez-moi comme Gauleiter France. Au moins, lui, il ne cache pas son jeu. Honnête, oui. Ah, voilà, il faut, faisons-nous confiance. Avec un beau Gauleiter, la grande Europe allemande peut marcher et ici, on peut en tirer des dividendes.
il y a une pression qui va se faire sur Marine Le Pen. Elle va proposer des choses. Quoi qu'elle propose, on lui dira « vous ne pouvez pas, Bruxelles ne voudra pas ». Donc elle va être obligée de répondre à cette question. Est-ce que vous êtes la petite télégraphiste qui va dire aux Français ce qu'il faut faire parce que Bruxelles l'a décidé? Est-ce que si vous, présidente, comme aurait dit un télégraphiste de Bruxelles précédent, vous, présidente, vous allez avoir la capacité de rendre aux Français leur destin? Je pense que ce sera la question de la campagne présidentielle. Les Français peuvent-ils se ressaisir de leur destin? Et je pense qu'elle sera posée à Marine Le Pen, car c'est la seule dont la réponse soit encore ambiguë. Dans le passé, elle a eu des réponses sévères, qu'elle n'a plus. Donc, il va lui falloir beaucoup d'intelligence et beaucoup d'art, parce que la politique c'est un art, c'est pas une science, beaucoup d'art pour arriver à montrer comment elle peut rendre aux Français la capacité de peser sur leur destin et ne pas immédiatement s'aliéner l'ensemble de l'establishment parce qu'elle aura dit que Bruxelles c'était mal. Et donc c'est très difficile pour elle. Il y a des candidats évidemment comme François Asselineau qui lui est directement pour le Frexit. J'ai noté que il y avait aussi maintenant quelqu'un qui était défavorable au Frexit mais qui est maintenant favorable, qui veut être candidat, qui est de Villiers. Bon. Il y a aussi comme candidat du Frexit Dupont-Aignan. Donc il va y avoir une série de ce qu'on peut appeler petits candidats malgré tout, parce que l'hypothèse qu'il l'emporte au second tour est modérée. Quelques sympathies qu'on puisse avoir pour eux, qui vont poser cette question, et leur façon de poser cette question donnera un certain espace à Marine Le Pen pour, dans un esprit bonapartiste, essayer de rassembler sans fermer ce sujet ni dans un sens ni dans l'autre. Mais c'est très difficile. Et cette fois-ci, elle peut être élue présidente, vraiment, parce que les piaillements de tous ceux qui disent c'est une voleuse, ça n'a pas d'intérêt. Ça ne sera pas écouté, sera écouté par leurs propres amis qui, de toute façon, Castor voteront les yeux fermés pour l'extrême centre au second tour. Mais elle a cette possibilité cette fois-ci, mais il n'est pas certain qu'elle se concrétise. Si elle se concrétisait, si elle était présidente, je pense que ce ne serait pas une marionnette de l'État profond américain. Je pense qu'elle a montré par le passé une capacité d'indépendance en excluant son père du parti qu'il avait fondé. C'est quand même une forme d'indépendance, une forme de démonstration qu'elle a son caractère. Quel autre candidat pourrait jouer ce rôle en étant élu? Ça me semble très hasardeux. La possibilité pour Jean-Luc Mélenchon d'être élu me paraît faible, dans la mesure où je crois qu'à la fin du compte, l'extrême centre se mettra d'accord sur un médiocre, parce que les exigences de l'État profond américain se manifesteront. Vous savez, Donald Trump a mis à la tête des services de renseignement américains et du Pentagone des gens à lui qui disent des vérités inutiles. Alors, une de ces vérités inutiles, ils les ont vite... Le Pentagone est
le FBI, pas la CIA, le Pentagone et le FBI ont dit ensemble, on nous a volé 43 milliards qu'on a donnés à l'Ukraine, et ces 43 milliards, au moins en partie, ont été utilisés pour financer des hommes politiques et des partis politiques en Europe de l'Ouest. 43 milliards, même en imaginant que c'est seulement la moitié qui a été distraite des escrocs ukrainiens, ça nous ferait quand même 21 milliards. 21 milliards, on va trouver de quoi avoir un seul candidat d'extrême centre en France. Vous croyez vraiment, je vois, à Marine Le Pen. Est-ce que... Non, je ne crois pas à Marine Le Pen. J'essaye de regarder le terrain tel qu'il se présente. non, mais dans ce sens-là, je veux dire, manifestez pas Je un ne dis soutien, pas qu'elle sera élue, je dis simplement, si un changement peut avoir lieu, c'est de son côté qu'il peut se situer, éventuellement. éventuellement. Je ne dis pas ni qu'elle sera élue, ni qu'elle réussirait une fois élue ce qu'elle espère ou ce qu'elle dit. Mais je dis que c'est la seule qui ne soit pas en congruence avec la ligne Terra Nova qui anime de façon molle Gabriel Attal et de façon dure Jean-Luc Mélenchon, qui soit susceptible d'être élu. Une dernière question pour la route dans cette année qui vient. La situation économique mondiale n'est pas des meilleures en raison de l'absurde guerre très malmenée américano-israélienne contre l'Iran. D'ailleurs, n'est peut-être pas terminée compte tenu des échanges aimables entre au sein de la délégation et les tirs de missiles américains. On a une Europe en récession qui achète beaucoup trop cher son gaz aux Américains, des délocalisations d'entreprises allemandes, une industrie française qui est à la peine, c'est le moins qu'on puisse dire, une dette colossale. Est-ce que vous avez l'impression, en l'état actuel des choses, que un quelconque candidat ou parti le soutenant, que ce soit dans l'extrême centre, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit d'autres, euh, considère cette question sérieusement et propose des choses pour réellement sortir le pays de l'ornière, car quel que soit le prochain locataire de l'Élysée, sa tâche sera dure. Mais Gabriel Attal comme Édouard Philippe vous disent que la France a été mise dans l'ornière et qu'il faut la sortir. Et ils l'ont mise eux-mêmes. Simplement, c'est eux qui l'ont mise eux-mêmes. Premier ministre, ils ont mis la France dans l'ornière. Donc, c'est difficile de penser que ceux qui l'ont jetée dans le fossé vont être ceux qui seront capables de la relever. Selon le vieil adage d'Einstein, c'est difficile. Voilà. Marine Le Pen est créditée par les Français de la capacité de le faire. Vous l'avez dit tout à l'heure, de sortir de la dette. Mais c'est essentiellement parce que c'est la seule qui n'a jamais gouverné. Est-ce qu'elle le pourrait? Quelle sera l'ampleur de la crise pendant la campagne présidentielle? C'est difficile de le dire, parce que la situation du Moyen-Orient n'est pas stabilisée et on peut toujours se trouver dans une crise que les économistes appellent physique. C'est-à-dire que les matières premières ne sont plus là. Le pétrole n'est plus là, le plastique n'est plus là, les engrais ne sont plus là. Donc l'économie n'arrive plus à tourner, non pas parce qu'elle a des problèmes économiques de gestion de l'allocation des ressources et des résultats, mais qu'elle est en face de l'absence de capacité de produire de la richesse.
C'est un problème de physicalité. Ouais, donc de réalité, de Un concret. problème de réalité. Donc en fait, L'usine, la première chose à faire, c'est de réindustrialiser le pays. Et c'est ça, quel que soit le bord politique, pour appliquer. mais Bruxelles l'interdirait, mon ami. Certes, non, mais je disais que c'est ça qu'il faudrait faire. Qu'on l'on soit de droite, d'extrême centre, d'extrême gauche, de gauche, peu importe. Sans rupture avec Bruxelles, quelle que soit la forme de la rupture. Comme disait François Mitterrand, celui qui ne veut pas rompre avec le capitalisme. La forme, c'est une question qui viendra en son temps. Celui-là, il n'a pas sa place au Parti socialiste. Bon. Eh bien, aujourd'hui, celui qui ne veut pas rompre avec Bruxelles, la forme, c'est une question qui sera vue en son temps. Celui qui ne veut pas rompre avec Bruxelles ne pourra pas sauver la France. Je crois, Gilles, que tu nous fais une belle conclusion. Celui qui ne rompra pas avec Bruxelles, quelle que soit la forme, ne pourra pas sauver la France. Merci Gilles pour cette analyse. Merci d'être venu dans nos studios. On vous réinvite évidemment et on aura envie de vous entendre dès la rentrée physiquement et puis aussi dans nos matinales qui reprendront en septembre. Pendant cet été, vous verrez, nous allons diffuser toute une série de vidéos et de reportages que nous avons en stock. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez regarder avec des analyses. Et moi-même, je mènerai tout l'été une émission régulière, bi-hebdomadaire, courte, qui est l'émission Ligne de front, pour faire le suivi de ce qu'il se passe, puisqu'il va se passer énormément de choses cet été. C'est l'été, il fait beau. Hein, c'est malheureusement idéal pour faire la guerre, en particulier dans les plaines d'Ukraine. Le ciel est dégagé, il pleut peu. Ça augure des attaques de drones sur la Russie et des attaques de drones et de missiles sur l'Ukraine. En veux-tu, en voilà. Le sommet de l'OTAN, on verra ce qu'il en sort, mais les Européens essaient d'entraîner Donald Trump dans le conflit en Ukraine. Les négociations continuent sur le détroit d'Ormuz. Si jamais celui-ci se bloque à nouveau, alors là, on repart sur la case risque de dépression économique mondiale. Bref, énormément de choses à suivre cet été. Je le ferai au fil de l'eau depuis là où je serai. Donc restez connectés. Et pour les autres, on vous dit à septembre prochain. Merci encore une fois, Gilles. Merci à vous de m'avoir invité. Et à très bientôt.